Marie-Josée Brouillette, bonjour. Et pour nos auditeurs, j'aimerais vous présenter tout de suite. Vous êtes à la fois médecin, psychiatre, mais également présidente du conseil d'administration de la Maison des Rels. Et c'est à ce titre-là que nous vous accueillons aujourd'hui, ou que vous nous accueillez, puisque nous sommes effectivement dans les locaux de la Maison des Rels. Alors, Marie-Josée Brouillette, la première question que j'aimerais vous poser, en fait, c'est celle-ci. Vous étiez en train d'étudier, de faire votre médecine au moment où cette maladie qui a surpris tout le monde, qui est donc le VIH-Sida, comme on l'appelle aujourd'hui, est arrivée. C'était une nouvelle réalité pour, évidemment, la communauté principalement touchée, la communauté gay, mais également pour la communauté médicale qui était prise de court. Vous-même, vous étiez donc étudiante à ces années-là. Comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée donc du VIH-Sida? Alors j'ai commencé mon cours de médecine en 1982, donc c'était l'émergence du VIH-Sida, qui avait un autre nom, qui a eu plusieurs autres noms, qui avait un autre nom au début, qui s'appelait le GRID, Gay Related Immunodeficiency. C'était identifié initialement dans la communauté gay. C'était une période très étrange parce que les maladies infectieuses, c'était pas mal contrôlé. Et puis, il arrivait cette maladie-là qui était très étrange, qu'on ne comprenait pas. C'était pas clair au début que c'était infectieux. Alors, les gens étaient très, très surpris, très, très perplexes. Donc, mon cours de médecine de 82 à 86, alors j'ai eu les premiers personnes avec le VIH, les premiers patients hospitalisés pendant mon cours de médecine. Et puis, en plus de la peur de l'inconnu, que je pouvais bien comprendre, la peur de l'infection aussi, parce que les modes de transmission n'étaient pas bien connus au début, mais en plus de la peur de l'inconnu, de la peur de transmission, j'ai vu aussi toute l'émergence de ce rejet-là qui a caractérisé l'infection avec le VIH, où les gens étaient rejetés, il y avait un gros jugement moral qui s'ajoutait à la peur légitime peut-être de l'infection et de la transmission, ce qui m'a laissé vraiment perplexe, mais aussi un peu horrifiée. C'était à l'époque où, à l'hôpital, il y avait le gros signe sur la porte « danger d'infection ». C'était comme annoncé à tout le monde. Les gens étaient mis dans des chambres séparées, danger d'infection. Alors, tout ce rejet-là m'a vraiment interpellée. Et puis, c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé à penser à m'impliquer dans les soins des personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Excellent. Alors, nous comprenons bien donc qu'il y avait à la fois à cette époque-là, tout du moins, pardonnez-moi, l'injustice de la maladie et en même temps l'injustice du traitement qui était réservé aux personnes donc, qui étaient infectées. C'était, comme vous le dites, le jugement, mais aussi l'exclusion. Alors, les études terminées, vous devenez donc médecin en milieu hospitalier, et puis vous avez aussi une vie personnelle, une vie familiale, donc on a du mal à imaginer qu'il vous reste du temps. Mais néanmoins, très tôt, vous avez voulu donc vous impliquer dans la communauté, auprès d'organismes communautaires. Et en l'occurrence, c'est la Maison des Rels que vous avez choisi pour vous impliquer. Vous n'étiez pas à l'époque présidente du conseil d'administration, vous étiez sur le conseil simplement. Pouvez-vous nous expliquer votre cheminement? Pourquoi donc cette implication dans le communautaire et pourquoi la Maison des Rels? En fait, mon implication avec la Maison des Rels est venue un peu tard. J'ai terminé mon cours j'ai commencé ma pratique en psychiatrie associée avec la clinique VIH de l'Hôpital Royal Victoria en 1990. Donc, c'était les années où il y avait encore énormément de décès qui étaient dus au VIH. Alors, mon rôle comme psychiatre était un peu périphérique. Les gens mouraient. Mais avec mon implication dans le VIH, j'ai été quand même un témoin privilégié du rôle vraiment déterminant qu'a pris le communautaire. Étant donné que les gens vivaient beaucoup de rejet, beaucoup d'exclusion, la communauté gay, surtout au début, a vraiment pris un rôle très actif pour s'occuper de son monde, pour militer,
pour brasser la communauté médicale, mais aussi travailler en collaboration avec la communauté médicale pour améliorer les soins des personnes qui vivaient avec le VIH. Alors moi, j'ai été témoin de ça, mais mon rôle comme psychiatre était un peu périphérique jusqu'à l'arrivée des nouveaux médicaments en 1996. Et suite à ça, on a vu l'émergence, à notre surprise, d'une problématique qu'on n'avait pas vraiment suspectée, qui était le développement de problèmes cognitifs, où les gens qui vivent avec le VIH avaient maintenant une bonne santé physique grâce à la médication, mais avaient des problèmes de mémoire, d'organisation, qui pouvaient être très importants et interférer avec la capacité de vivre seul. Et c'est à cette époque-là que j'ai été approchée par la Maison des REL, qui, en fait, avait été la première à identifier cette réalité-là et l'implication que ça pouvait avoir avec les gens qui vivaient dans la communauté, recevait des gens qui avaient des problèmes cognitifs et se questionnait à savoir c'est quoi la meilleure façon de les aider. Premièrement, qu'est-ce qui cause ça? Comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Et c'est quoi les meilleurs services qu'on peut offrir à ces gens-là? Alors, j'avais été approchée par la Maison des REL pour organiser des sessions de formation. C'était une période où, en fait, comme médecin, j'hésitais à en parler, même si tout le monde savait dans le milieu du VIH qu'on se rendait bien compte. Les gens viennent à peine de sortir d'une période où tout le monde mourait. On n'a vraiment pas envie de ramener la mauvaise nouvelle sur le tapis. Alors, j'étais un peu ambivalente de parler de cette problématique-là, mais c'est une problématique qui existait. Ça a été toujours l'approche de la communauté en VIH de faire face aux défis, de ne pas mettre les problèmes sous le tapis. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer avec la Maison des REL pour des formations qui, en fait, ont été très populaires parce que les gens voyaient cette problématique-là. Et la Maison a développé une expertise pour s'occuper des gens qui avaient des problèmes cognitifs. Et moi, je voyais, quand ces gens-là étaient hospitalisés, je voyais les difficultés énormes dans la gestion du quotidien et de voir une ressource communautaire qui était intéressée à développer une expertise pour gérer ces difficultés-là de façon humaine, ça a vraiment forcé mon admiration. Maintenant que les gens vivent mieux au point de vue physique, les problèmes de cognition, les problèmes de dépression, de motivation, de désorganisation sociale ont vraiment pris une plus grande importance. Et c'est dans ce contexte-là que je vois de façon régulière des personnes que je connais bénéficier de la qualité des services qui peuvent être offerts à la Maison des REL. Excellent, excellent et merci Marie-Josée. Alors c'est maintenant à la présidente du conseil d'administration que je vais m'adresser. Cette expérience que vous avez vécue au sein donc de la Maison des REL, à travers vos contributions, à travers ces séances de formation, d'information, mais aussi donc comme présidente du CA et donc comme ambassadrice de la Maison des REL, l'évolution de la maladie, ou plutôt des traitements liés à la maladie, l'apparition de nouveaux défis pour les personnes qui sont donc infectées. Comment voyez-vous les besoins pour accompagner donc cette clientèle? Comment voyez-vous la Maison des REL au cours des prochaines années et comment pourra-t-elle donc faire face à ces nouveaux défis selon vous? Pour les organismes communautaires qui œuvrent en VIH, c'est une période difficile parce que les gens répondent maintenant bien à la médication. Les médicaments se sont beaucoup améliorés, ce qui donne l'impression, ce qui peut donner l'impression que le VIH, c'est terminé. Or, le VIH, c'est pas terminé. C'est sûr que tout le monde maintenant est très optimiste parce que si on a un diagnostic tôt et qu'on est bien traité et qu'on répond à la médication, la vie va être très différente de quelqu'un qui a eu un diagnostic de VIH en 82 ou en 86. Mais il y a des nouveaux problèmes qui sont en émergence. Entre autres, il y a des gens qui vivent depuis plusieurs années avec le VIH et on sait maintenant qu'ils vieillissent de façon prématurée. Alors, le corps et le cerveau vieillissent de façon prématurée, ce qui fait que ces gens-là sont en vulnérabilité au point de vue physique, mais aussi au point de vue psychologique et social. Ils ont souvent perdu des cohortes d'amis,
c'est difficile de se repartir des amitiés à l'âge adulte. Alors, ils sont très vulnérables. L'autre chose, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui, pour toutes sortes de raisons, ne rentrent pas dans le profil qu'on souhaiterait diagnostiquer tôt, bien soigné, on répond bien. Il y a des gens qui ont encore un diagnostic tardif. Il y a des gens qui, dans leur milieu social ou professionnel, vivent encore beaucoup d'exclusion. Alors, le VIH, ce n'est pas fini. On n'a pas de vaccin. Il y a des gens qui continuent à acquérir le VIH et les gens qui vieillissent avec le VIH ont des besoins très importants. Et ça va être le cas encore pendant plusieurs années. Alors, ce n'est pas encore le temps de jeter la serviette. Oui, ça va être différent dans une vingtaine d'années, mais dans le moment, il y a encore beaucoup de gens qui ont des besoins. Ça, c'est d'un côté. L'autre chose, c'est un peu, je pense, un hommage à l'histoire de la Maison des REL, que ce soit un médecin qui soit président du conseil d'administration. Une des choses que le VIH a bien fait, et la Maison des REL en particulier, ça a été de développer et de nourrir une collaboration avec le milieu médical, tout en gardant son identité propre et ses forces comme communautaires. Et ça, c'est un modèle qui me tient beaucoup à cœur et que je pense qu'on devrait préserver parce qu'il y a beaucoup d'autres conditions qui vont avoir besoin de ce modèle-là à l'avenir. Avant de nous séparer, Marie-Josée, qu'est-ce que la Maison des REL vous a apporté, à vous, personnellement? Est-ce qu'il y a eu un impact? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? Mon implication auprès de la Maison des REL, c'est à la fois parce que j'ai à cœur la pérennité de la ressource, mais aussi à la fois pour ce que les contacts avec la Maison des REL m'apportent comme humain, comme personne. Alors, quand j'expliquais, par exemple, au début que j'avais été approchée par la Maison des REL pour organiser des sessions de formation, on peut se demander qui forme qui, parce que moi aussi, j'ai appris énormément sur comment, au quotidien, on s'occupe de personnes qui ont des problèmes cognitifs. Alors, ce que j'ai appris et que je continue à apprendre à travers mes contacts de la Maison des REL, c'est comment maintenir une humanité dans des situations très difficiles. Moi, souvent, je confronte des situations dans ma pratique médicale, dans ma pratique psychiatrique, où il y a des gens qui ont des grands besoins. Je peux voir que le bien-être est vraiment pas à leur portée. Et moi, ce que j'arrive à faire comme médecin psychiatre, c'est minime, c'est minuscule. Ce qu'ils ont besoin, c'est autre chose. Puis c'est le genre d'apport que la Maison des REL dont moi, je suis témoin à la Maison des REL. Alors, il y a ici énormément de bénévoles, mais aussi le personnel qui s'implique avec son expertise, mais aussi avec son cœur, avec générosité, avec bonté, avec bienveillance. Et c'est des valeurs qui sont renforcées quand je vois de quelle façon c'est appliqué au quotidien à la Maison des REL. Alors, c'est une leçon de bonté et d'humanisme. Excellent. Merci infiniment. Ça m'a fait plaisir.